politique, Thomas Negaroff. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour et bonne année à toutes et tous. Bonne année. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct jusqu'à 13h. Vous êtes donc secrétaire général aujourd'hui d'Europe nationale d'Europe Écologie Les Verts, depuis le mois de décembre. Vous avez été triomphalement élu d'ailleurs au second tour avec une victoire très très large. On va revenir sur votre vision de l'écologie, mais une toute première question sur votre pratique de l'écologie en guise d'introduction. Question piège. Non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez votre empreinte carbone ? Non, mais je pense que on devrait pouvoir la calculer facilement dans ce pays. On peut sur Internet. Et surtout qu'on sache vers combien on devrait être individuellement par rapport au pays, où on se situe et où sont les marges d'amélioration. On peut le faire en théorie, en pratique, c'est quand même un peu compliqué. Ouais, je crois qu'en ligne, c'est assez faisable. Ça dépend quelle est votre vie. Il y a des podcasts qui existent. Non, mais ça dépend quelle est votre vie. Si vous faites la même chose tous les jours, etc., c'est simple. Mais dès que vous avez des modes de vie un peu itinérants, comme c'est mon cas, sans prendre l'avion, certes. Mais j'ai vu hier sur mon application SNCF, on a reçu, et j'ai fait 65 000 km en train. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de l'année dernière, qui était une année de congrès, il ne vous a pas échappé. Alors, votre premier grand dossier, il n'est pas environnemental, il est social et économique, c'est le dossier des retraites, on va y revenir largement. Vous avez écrit que vos baskets étaient prêtes, sous-entendu que vous êtes prête à descendre dans la rue, si j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Vous n'avez pas d'abord envie d'écouter Elisabeth Borne, qui mardi va présenter les grandes lignes ? On a compris que les 65 ans n'étaient pas tabous, mais que tout le reste, quand même, ça fait des années qu'ils disent la même chose. Ils veulent allonger la durée de travail en nous expliquant que c'est une bonne chose parce que c'est ça ou baisser les pensions de retraite et qu'ils ne le veulent pas. La réalité, c'est que si on veut équilibrer les retraites, en vrai, moi, je pense que c'est pas l'urgence, que c'est une réforme idéologique. Mais si vraiment... Prenons pas d'abord, est-ce qu'il y a urgence ou pas ? Quelle est votre analyse de la situation ? Alors, cette année, le régime de retraite est excédentaire. Quand on regarde les finances liées aux retraites, c'est excédentaire. On nous dit qu'il manquerait 12 milliards sur 340 en 2027. 12 milliards sur 340, c'est 3%. Donc déjà, je pense qu'on peut survivre avec ça, que c'est pas ça l'urgence. Pour moi, il y a une urgence dans ce pays, c'est le climat. C'est le climat parce que quand on parle des retraites, alors bien sûr l'urgence est sociale évidemment, mais là le gouvernement ne fait pas des réformes sociales, ils font des réformes antisociales. Et quand bien même on voudrait garantir nos droits sociaux, je vous rappelle que dans un monde à plus 4 degrés dans 30 ans, on ne se posera plus la question de répartition, capitalisation 62, 64. Dans ce cas-là, on fait rien parce qu'on part du principe qu'on sera tous morts. Si on veut s'occuper de nos droits sociaux, il faut aller dans la rue, les protéger maintenant, mais il faut aussi avoir toujours l'œil du moyen et du long terme sur le climat, parce que si on ne sauve pas le climat, je veux dire, moi je suis une génération où ma retraite est plutôt dans 30 ans, et pour moi, l'horizon dans 30 ans aujourd'hui n'existe pas. C'est peut-être dur ce que je vous dis, mais je ne me vois pas arriver à l'âge de la retraite. Oui, mais... Attendez, et donc c'est parce que je veux protéger la retraite que je me bats aussi pour le climat. Ça veut dire quoi, et c'est valable pour toutes les aides sociales. Ça veut dire que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de croissance. Non, ça veut dire quoi quand vous dites « je ne me vois pas arriver à la retraite » C'est que je pense que quand on va évoquer les questions d'éco-anxiété par exemple, est-ce que c'est pas un peu... Moi je dis souvent que les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas aujourd'hui leur garantir l'habitabilité de la planète dans 30 ans. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un consensus scientifique inédit dans l'histoire de la science. Oui, mais du coup, il n'y a plus de sujet. Vous nous dites finalement la retraite. Je vous dis que non seulement je vais me battre maintenant contre cette réforme avec beaucoup de détermination, mais que parce que je veux que nos droits sociaux durent dans le temps, et c'est valable pour les retraites, pour l'assurance maladie, pour l'assurance chômage, je me bats aussi sur le climat avec beaucoup de détermination on nous dit toujours c'est moins urgent, il y a ça tout de suite. Oui, mais en fait si c'est jamais urgent, parce qu'il y aura toujours, faut pas confondre l'urgent et l'important, il y aura toujours d'autres urgences, mais si on ne s'en occupe pas, et on sait que les 3 ans qu'on vit sont déterminants, il n'y aura pas de droits sociaux. Il y a quand même, comme vous le dites, un problème de financement que vous jugez beaucoup moindre que ce que nous dit le gouvernement. Est-ce qu'on reste les bras ballants en disant on va attendre que le système se déséquilibre tranquillement et on ne paiera plus les pensions, ou il y a des remèdes à trouver? Alors évidemment qu'on peut à terme, on sait qu'entre 2027 et 2050-70, il va y avoir un problème de déséquilibre. Voilà. Pas immense, pas insoutenable, ça dépend de quel point de vue on se place. Elisabeth Borne dit 100 milliards sur 10 ans. Évidemment, elle veut dire sa réforme, donc elle va nous insister à l'urgence, là où nous, on va dire l'inverse. En 2027, les Français vieillissent et il y aura de plus en plus d'inactifs face aux actifs. Oui, mais c'est une phase. L'arrivée du baby boom à l'âge de la retraite, c'est une phase. Mais qu'est-ce qu'on fait? En tant qu'écolo, vous voyez loin. Il y a 3 possibilités. Si on se dit qu'il y a un déséquilibre, moi je conteste ça, 3% en 2027, ça me paraît soutenable, c'est pas l'urgence de là cette année où le régime de retraite est excédentaire, rappelons-le. Mais si on veut agir pour sauver les retraites, comme il nous dit, il y a 3 solutions. On agit sur le niveau des pensions, on agit sur l'âge de départ, ou on agit sur les recettes du régime de retraite. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit toujours, en fait, vous avez le choix entre partir plus tard
ou avec une petite pension. Vous avez le choix entre ça, vous choisissez quoi? Il ne nous parle jamais de la troisième solution. Et ce qu'on sait, c'est que si le régime de retraite est excédentaire, l'État cherche 20 milliards d'euros. Pourquoi pas directement pour les retraites? C'est écrit dans le texte même du projet de loi de finances 2023. C'est pas pour les retraites. C'est pour équilibrer le système global. Retraite compris, mais toutes les retraites et maintenant. La vérité, c'est qu'il y a 20 milliards d'euros qui ont été rendus par an aux entreprises par ces mêmes dirigeants. Et donc, parce qu'ils ont offert des cadeaux, il faut dire les mots comme ils sont, parce qu'ils ont fait des cadeaux aux entreprises, les Français devraient payer. Dans le journal Le Monde, qui est un excellent journal, un grand économiste de renommée internationale nous montrait hier que ces 20 milliards d'euros... Piketty, pour ne pas le citer. Je ne prononce pas ce nom. Sur 20 milliards d'euros, l'intégralité de ces 20 milliards d'euros seront pris aux plus pauvres de ce pays. Et là, du coup, on a un problème de justice sociale. Qu'on comprenne bien. Alors d'abord, Thomas Piketty n'est pas idéologique. Évidemment, mais Elisabeth Borne non plus. Je vais très bien. C'était juste pour préciser, si par hasard nos auditeurs ne connaissaient pas Thomas Piketty, il est plutôt considéré comme un économiste très à gauche. Est-ce que vous considérez qu'on ne touche à rien, ou est-ce que vous êtes comme certains au Parti Socialiste ou à la France Insoumise à considérer que non seulement on ne bouge pas, mais on revient à 60 ans, c'est-à-dire que même la réforme Touraine de 2014, votée en 2014, c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire? On va être clair, on a tous fait campagne aux législatives, à gauche, sur notre acte, avec la retraite à 60 ans. Donc je ne vois pas pourquoi j'étais pour en juin et je ne serai plus pour aujourd'hui. Malheureusement, il ne vous échappera pas qu'il y a, on verra si on arrive à faire reculer le gouvernement, mais il y a zéro chance qu'avec ce gouvernement-là, on arrive sur une réforme qui arrive à 60 ans. Pour ça, il faudra gagner des élections législatives et présidentielles. C'est notre travail pour 2027. En attendant, on va se battre pour que l'âge ne recule pas plus. Mais attendez, vous dites 60 ans avec combien d'annuités? Mais en fait, je ne pense pas que ce débat intéresse vraiment les Français. On va leur parler pendant 3 mois d'annuité, de capitalisation, répartition, de décote. Personne ne va rien comprendre. Personne ne va rien comprendre. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que si on prend les personnes qui sont nées en dans les années 50 et qui sont à la retraite aujourd'hui, 37% des femmes et 28% des hommes ne travaillaient pas l'année précédant leur âge légal de départ en retraite, parce qu'ils étaient au chômage, en invalidité, en maladie, inactifs. Et donc, vous voyez, tout ça est très théorique. Et en fait, on va, pendant 3 mois, se balancer des concepts comme ça. Personne ne va rien comprendre. D'ailleurs, le gouvernement va dire cette réforme est mieux pour vous. Regardez sur la pénibilité, c'est mieux. C'est sûr, c'est eux qui avaient enlevé les 4 catégories les plus fréquentes de pénibilité de la loi. Ils vont nous dire c'est mieux pour les femmes. Ah bon? Les carrières hachées. Ils vont nous dire les carrières hachées. Ils vont nous dire. En vous, on comprend pas plus, parce qu'on comprend 60 ans. Pour ceux qui ont travaillé 40 ans, mais 62 ans pour les autres, vous êtes d'accord? Je pense que le gouvernement rêve de ça. C'est-à-dire qu'on a un système actuel qu'ils veulent détériorer. Je dis bien détériorer en termes de droits sociaux pour tous les actifs et en fait notamment pour les plus précaires. Et face à ça, alors qu'ils pourraient rester comme maintenant, on combat cette réforme-là. Ils disent mais vous auriez fait quoi? Mais on l'a dit dans notre acte. On l'a dit dans notre acte, les écologistes ont une position, les socialistes ont une position, les insoumis ont une position, les communistes ont une position. Et on s'est mis d'accord dans le cadre de l'accord de la NUPES. Et le débat aujourd'hui, c'est pas ce que la NUPES pense, c'était le débat des législatives. Le débat aujourd'hui, c'est pourquoi, à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous combattrons jour et nuit cette réforme. Et donc, selon que Éric Ciotti cède ou pas au gouvernement, on n'a pas bien compris ce matin le poids d'atterrissage ou pas. De toute façon, même si nos parlementaires sont excellents et convaincent une partie de l'hémicycle, ça se terminera en 49-3. Et donc que dans la rue, là où aucun 49.3 n'est possible, il y a d'autres manières de dissuader, d'intimider les manifestants, mais nous, on y sera. Je pense que c'est là que va se passer le débat. Vous croyez que les Français malgré tout, il n'y a pas des choses que vous pourriez retenir, je pense. Genre le 1 200 €. Voilà, le minimum vieillesse. Je pense aussi de retraités. Je pense aussi à l'index qu'ils veulent mettre en place dans les entreprises pour les seniors, justement. Ça, c'est quand même des choses positives. Évidemment, alors déjà, j'attends de voir la vraie réforme, parce que pour l'instant, on balance des ballons d'essai pour voir comment on réagit, on n'a pas les détails. Mais l'histoire de... aucune petite pension en dessous de 85% du SMIC. C'était dans la loi Fillon en 2003. Ça devait s'appliquer à partir de 2008. Ça n'a jamais été appliqué. Donc moi, j'ai un souci aussi avec des gouvernements successifs qui s'engagent, on parlera peut-être de désobéissance civile tout à l'heure. Aujourd'hui, ceux qui ne respectent pas leurs propres engagements, c'est eux. Et donc, on va redébattre comme un cadeau tombé du ciel pour les plus précaires de ce pays, d'une mesure qui a été votée en 2003. Et ce serait ça le compromis? Je ne suis pas d'accord. Et par ailleurs, aucun compromis, c'est ce que dit Laurent Berger, qui n'est pas non plus un zadiste, il dit pas de compromis sur l'âge de départ en retraite. Bien. Et c'est pas juste, vous parliez tout à l'heure de chacun ses chiffres, tel économiste et n'est pas neutre politiquement. Moi, je vais vous citer des rapports très simples, notamment l'adresse. C'est un service du ministère, c'est la direction des recherches, études, évaluations et des statistiques. Ils ont fait un rapport, donc c'est une note qu'ils ont donnée au Conseil d'orientation des retraites en janvier 2022, pour
pour dire, si vous retardez de 2 ans l'âge légal de départ en retraite, ça a des conséquences de 5 milliards sur les finances publiques. 1,3 milliard sur l'assurance chômage, parce qu'en fait, ça va créer du chômage, et 3,6 milliards sur les prestations sociales, l'AH et l'invalidité. Si on regarde à 65 ans, c'est 7,5 milliards milliards d'euros de coûts. Des chiffres complètement qui contredisent complètement. C'est leur service. Marine Tondelier. Marine Tondelier. Moi, ça, je cite des chiffres. Marine Tondelier. J'ai quand même une question que je pose souvent ici. Mais alors, pourquoi le font-ils ? Parce que c'est une réforme idéologique. On voit bien le mot travail, quelle place il prend dans leur discours. Il sous-entendrait que la France est un parti de fainéants. Et là, il y a un autre chiffre qui est intéressant, puisqu'on aime bien dans ce pays ils font parce qu'ils pensent que c'est un parti. On fait toujours des comparaisons avec l'Europe. Oui, où les retraités français sont plutôt bien traités. C'est ça. Tant mieux. Il y a que, je dis vraiment sous réserve, mais il y a 10% de personnes âgées précaires, on estime que leur situation n'est pas enviable en France. Ils sont 2 fois plus en Allemagne. On est les champions du monde, les champions d'Europe sur un truc, en tout cas, c'est là-dessus, sur le niveau de vie de nos personnes âgées. Et c'est compatible, la preuve, avec une retraite qui n'est pas à 65 ou à 67 ans. Et donc, quand j'entends toujours des comparaisons avec l'Europe, faisons-le surtout. Et notamment sur ce sujet-là, on voit qu'il n'y a pas une corrélation, elle est même inverse, que dans les pays où l'âge de la retraite est plus bas, en général, les personnes âgées vivent mieux. Et ça, il faut le regarder aussi en face. Je reprends ma question. Le gouvernement veut-il donc sciemment appauvrir les plus pauvres, et si c'est le cas, les plus vieux, et si c'est le cas, pourquoi ? Les plus vieux et les plus pauvres, vous pouvez tout mettre dans le même... Pourquoi ? C'est de la méchanceté ? Non, je pense que c'est de l'idéologie et que ce gouvernement est au service d'une classe et que c'est pas les personnes dont vous parlez. C'est manifeste. C'est manifeste parce que depuis le début du quinquennat, pas celui-là, mais celui d'avant d'Emmanuel Macron, qui a eu des largesses ? La suppression de l'ISF, les flat tax, les allègements de fiscalité pour les entreprises, et c'est quand même toujours les mêmes, l'allocation logement qui baisse, la traque aux chômeurs, avec quand même la gratuité des prothèses auditives, la gratuité d'un certain nombre de choses. Non, mais attendez, il y a un système qui a été mis en place qui présume et qui affirme que les gens fraudent et que c'est pas une partie de la population dont on sait quelle fraude qu'il fait, mais que c'est toujours les plus pauvres qui fraudent aux aides sociales. C'est ce qu'on entend tout le temps et c'est un discours historique de la droite. Non, mais attendez, alors Fabien Roussel dit il y en a la culture, la gauche des allocs et la culture de l'assistanat sur certains. J'avais dit à cette même place, j'avais dit à cette même place un dimanche matin sur France Info à Naïla Latrousse que c'était un discours que je jugeais problématique et réactionnaire. Je m'en suis expliqué avec Fabien Roussel entre-temps et c'est pour moi un discours problématique. Ce qu'on veut, c'est donner aux gens du pouvoir de vivre et ça ne passe pas par travailler plus. D'ailleurs, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, donc partageons-le mieux. Alors, la réforme des retraites, elle s'inscrit dans un contexte qui est un endettement de la France assez conséquent, plus de 110% du PIB, des taux d'intérêt qui remontent, donc un problème de charge de la dette qui va peser dans les années à venir. Comment vous considérez ce sujet en disant on essaiera d'annuler la dette, c'est pas une charge, ou comment vous essayez de concilier ce que vous proposez, c'est-à-dire de nouveaux avantages, le retour à la retraite à 60 ans, ce qui va coûter et non pas faire des économies, et cette situation budgétaire dans laquelle on se retrouve? Déjà, il faut faire attention aux projections. Quand on regarde les rapports du corps, mais ceux d'il y a 10, d'il y a 20 ans, ils se projetaient sur des croissances qui ne vont pas du tout, même dans les projets de loi de finances de l'État. Quand on voit les prévisions de croissance pour l'année d'après, c'est toujours complètement... Absolument. Donc moi, en fait, quand on nous oppose à nous des dogmes en disant il y a les gens sérieux qui ont calculé que, ça se passe jamais comme il D'accord. Jamais. Mais il y a quand même un environnement très endetté. Bien sûr, mais on nous a dit aussi que c'était très grave, Maastricht, les 3%, etc. Et puis tout d'un coup, pendant le Covid, alors là, c'était plus grave du tout. Alors peut-être parce que c'était plus grave pour tout le monde en même temps, mais vous voyez, moi je trouve qu'on nous affirme toujours des certitudes avec l'économie, et ça ne passe jamais comme on a prévu, parce que le monde dans lequel on vit change drastiquement. Mais vous pensez qu'on peut tout financer comme ça ? Non, mais je pense que c'est pas toujours les plus précaires qui doivent payer. Et ce chiffre de 20 milliards d'euros d'économie fait entièrement sur le dos des plus précaires. Mais vous savez pas le dispositif carrière longue, donc c'est très difficile de. C'est pour ça que je vous dis sur certains éléments, j'attends de voir la réforme. Je fais ce que je peux avec les éléments que j'ai, mais c'est quand même de l'avis général de beaucoup d'économistes. Marine Tondelier, pour clore le chapitre. Je sais comment ça va se terminer. Pour clore le chapitre retraite, justement, comment ça va se terminer dans la rue ? Est-ce qu'il y aura du monde ? Beaucoup évoquent une forme d'apathie de la société française. Est-ce que vous n'êtes pas inquiète de vous retrouver un peu seul avec vos baskets dans la rue ? Je ne serai pas seule, c'est ça que je peux vous dire. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde, beaucoup de monde ? Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que
Je pense que vous avez raison, il y a une partie de ce pays qui a envie de se démobiliser. Ce qu'on vit, c'est très dur. Et c'est pour ça que moi, je porte une écologie de la joie, de l'enthousiasme. On me dit toujours comment elle fait. C'est pas c'est vrai que vous êtes joyeux, ça fait plaisir. Mais c'est pas une fin en soi, c'est un chemin. C'est parce qu'en fait, si je ne suis pas comme ça, vu là où je milite, vu ce que j'ai vécu dans ma vie politique, je ne serai plus là. Mais la mobilisation des Gilets jaunes hier, est-ce que pour vous, ça donne un indicateur de l'état d'esprit, de la situation dans laquelle se sentent les Français en ce moment? Je pense que le gouvernement va tout faire pour nous dissuader d'aller manifester avec des répressions fortes. On voit que c'est quand même à l'œuvre depuis des années, qu'on va essayer de donner une image de mouvement social qui est erronée. Et c'est pour ça que c'est très important de faire confiance aux syndicats. D'ailleurs, pourquoi il faut faire confiance aux syndicats aussi, c'est que toutes les batailles de chiffres qu'on s'est données, le système est tellement compliqué qu'à la fin, je pense que les partenaires sociaux sont peut-être les seuls dans ce pays, avec le gouvernement, à avoir bien compris ce dont ils retournent, et donc on a besoin d'eux. Et on a besoin d'eux aussi pour gagner dans la rue, parce qu'il faudra mobiliser le monde du travail, et qu'aujourd'hui, qui sait le faire? Ce sont les partenaires sociaux, ils sont en train de travailler. Moi, et les syndicats ne gagnent plus rien dans la rue aujourd'hui. Ouais, mais là, on va être ensemble. On va être ensemble, mais la première manifestation doit être réussie, et pour ça, il faut que le monde du travail se mobilise bien, et donc il y a plein d'enjeux pour la fixation de la première date qui sont compliqués. Il ne faut pas faire un mercredi, il faut une date où on sait que ça marchera. Et ça, c'est eux qui savent. Donc moi, j'attends qu'ils fixent le 10 au soir, ils nous ont promis la date. Et je serai au rendez-vous, ainsi qu'à toutes les prochaines dates qu'ils fixeront. Donc même le 21 janvier? C'est pas la date qu'ont fixé les syndicats, mais s'ils appellent à manifester le 21 janvier, j'y serai avec mes mêmes baskets. France Inter. #Question Paul. On est dimanche, c'est jour de promenade en forêt, mais aussi jour de chasse. Pour améliorer la sécurité, demain, le gouvernement présente son plan chasse, et notamment l'application à destination des promeneurs. Est-ce que vous allez la télécharger? C'est un scandale, cette proposition. Donc pour vos auditeurs qui sont peut-être pas au courant, vous savez qu'il y a des morts quand même assez régulièrement, beaucoup trop souvent dans ce pays, ou des blessés victimes de balles perdues, d'accidents de chasse, et que donc c'est un problème manifeste. Il y a plus de 70% des Français se sont déjà sentis en insécurité un dimanche en se promenant dans la nature, dans les champs, en forêt. Et face à ça, alors que de plus en plus de citoyens, et notamment dans les ruralités, ne demandent pas l'interdiction de la chasse forever partout, mais disent comment on fait. Et là, donc, le gouvernement, sa super solution, c'est qu'on devrait avoir une application où les chasseurs, s'ils ont du réseau et un smartphone avec la batterie à fond, signaleraient où c'est, et nous, on se promène et on doit dire « Ah, un chasseur, attendez, je passe par là, je passe par là ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que pour les chauffards, on fait une application pour dire « Attention, là, il y a une école ralentie ». Non, c'est la loi, c'est comme ça. Et donc, je pense, il faut regarder ce que c'est ces accidents de chasse. C'est des gens qui sont dans leur jardin. Il y a une vieille dame qui s'est pris une balle parce que, à travers la haie, le chasseur l'a pris pour un cerf. Enfin, des fois, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer tellement ça n'a aucun sens. Et donc, face à ça, dans des lieux quand même, les forêts où en général il n'y a pas de réseau, on nous dit que la solution, c'est d'avoir une appli smartphone. C'est la start-up hypocrisie, quoi. C'est le gouvernement, il y a un problème, une application. Et donc, ceux qui n'ont pas de téléphone, eh ben, ils ont qu'à rester chez eux. C'est inacceptable. Et en fait, ce qu'on voit dans cette mesure, c'est que le lobby de la chasse, Willy Schran, ont table ouverte à l'Élysée, table ouverte à Matignon, et que dans ce pays, c'est eux qui font la loi, et ça, c'est plus possible. Pour ce qui est du dimanche, vous auriez considéré que c'était suffisant que la chasse soit interdite le dimanche? Mais il faut expérimenter. On sait que la plupart des accidents de chasse ont lieu le dimanche, parce que c'est là où il y a ce qu'on appelle les conflits d'usage de la nature. Et moi, il y a quelque chose qui est pas négociable dans ce pays, c'est l'accès à la nature pour toutes et tous. Non pas parce qu'on aime les arbres, même si moi, personnellement, je les aime, mais parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour notre cadre de vie, c'est bon pour contre les maladies cardiovasculaires. Et si on doit rester chez soi parce qu'on a peur de se prendre une balle de chasseur, c'est pas possible. Et donc, je dis pas qu'ils ont plus le droit de chasser, jamais. Je dis qu'on doit partager l'accès à la nature et que ça se discute, pas juste entre Emmanuel Macron et Willy Schran qui se targuent à tout le monde d'avoir table ouverte à l'Élysée. Là, ça me choque parce que c'est injuste. Et c'est trop souvent comme ça que ça se passe dans ce pays. Cette semaine, vous avez sûrement vu les militants de Dernière Rénovation qui ont repeint en orange le ministère de la Transition écologique. Est-ce que vous applaudissez ou est-ce que vous condamnez? Figurez-vous que j'ai déjeuné avec eux cette semaine parce que c'est des jeunes avec qui je discute beaucoup. J'avais d'ailleurs conseillé à Elisabeth Borne de les rencontrer. Bon, là, vous avez déjeuné avec eux avant ou après? Après. Le rendez-vous était fixé, c'était le lendemain. Et j'avais proposé, quand j'ai vu Elisabeth Borne avant les fêtes de Noël, de les rencontrer. Parce que je pense que ce dialogue est intéressant. Ce dialogue est intéressant, ces jeunes, on peut les trouver dark, comme m'a répondu la Première ministre. Moi, je pense qu'ils sont lucides. Alors après, on peut avoir chacun son avis. Moi, je n'ai pas de problème avec ça sur leur mode d'action. C'est utile, c'est pas utile. Personnellement, qu'est-ce que vous pensez sur leur mode d'action? Moi, j'aurais pas fait. Je vous dis pas que c'est pas utile, mais j'aurais pas fait la peinture sur Matignon parce que c'est pas mes modes d'action à moi. Mais j'ai fait plein d'autres actions à leur âge et encore maintenant. J'ai été interrompre une chasse à courre à Compiègne. 84% des Français sont contre, etc. Et donc, il y a un vrai sujet sur la désobéissance civile dans ce pays que je veux qu'on traite de manière sereine et rationnelle.
Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, ceux qui respectent pas, enfin ceux qui désobéissent dans ce pays, c'est aussi le gouvernement. Le gouvernement désobéit sur les seuils réglementaires sur la qualité de l'air, il désobéit sur le climat, il désobéit sur les objectifs énergie renouvelable, ils désobéissent à leurs propres objectifs sur le bio dans les cantines, ils désobéissent sur le droit au logement, ils désobéissent sur l'accueil des migrants, ils désobéissent eux-mêmes, ils sont condamnés par la justice européenne et française parce qu'ils désobéissent tout le temps. Donc si on parle de désobéissance, parlons de toute la désobéissance. Mais est-ce que la désobéissance fait avancer les dossiers? Est-ce que l'agitation... En tout cas, les actions de ces jeunes, déjà posons-nous la question de pourquoi ils font ça. Ils font ça parce qu'ils disent, de toute façon, ça fait 15 ans, le Grenelle de l'environnement, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, 6% seulement des logements sociaux sont isolés correctement dans ce pays. 15 ans après le Grenelle de l'environnement. Donc eux, ils s'appellent dernière rénovation pour rénovation thermique des logements. Ils disent, ça fait 15 ans, ils ont fait 6%. On n'a plus que 3 ans. Et c'est eux qui, dans 30 ans, vont pas connaître dans 30 ans. C'est leur génération. Donc ils disent, nous, c'est le tout pour le tout. Et on blesse personne. Pas de violence physique contre des personnes, on insulte personne, on alerte et on peut être d'accord ou pas avec leur mode d'action, ça choque et on en parle et ils ont au moins réussi ça de mettre le sujet sur le tapis. Précisément, ils vous disent quoi à vous, responsables politiques? Est-ce qu'ils croient encore en vous? On dialogue, en fait, moi on échangeait beaucoup par message, ils sont venus aux Journées d'été des Verts à Grenoble en août, je les avais invités et c'est vrai que ça a été... totalement décalé, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, je me rappelle Sacha et Alizé, c'était elles qui étaient là, elles étaient très, je pense elles sont mal, enfin ce qu'elles disent c'est dur en fait, et donc elles disaient ouais mais vous êtes là, vous êtes assis sur vos chaises, je dis attendez, c'est des gens, ils ont fait 40 ans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ils ont 85 ans, il fait 42 degrés, donc oui c'est la plénière, ils sont assis, je dis vous pouvez pas les engueuler, et du coup on avait un peu sympathisé, et là quand on s'est vu, on a repris le fil de tout ça. Moi je connaissais pas forcément leur histoire en dehors de ces actions, ils connaissaient pas forcément la mienne, on en discute beaucoup, et mon rôle n'est pas d'être à dernière rénovation avec eux, leur rôle n'est pas d'être chez les Verts, mais on va travailler et cheminer ensemble et je serai lundi matin au procès parce que en justice là, et ça va se multiplier tous les jours pendant des semaines, tous les procès donc suite à leurs actions. Et la dame qui est jugée lundi, c'est une médecin qui est mère, qui est grand-mère, et je pense que c'est intéressant qu'on voit la vie de ces gens-là, qu'on connaisse leur histoire et qu'on se demande pourquoi ils sont amenés à faire ça. Alors on en a au cœur du sujet où vous êtes à la tête d'un parti que vous voulez absolument refonder, élargir. Qu'est-ce qui a manqué aux écologistes aujourd'hui pour qu'ils se retrouvent presque marginalisés alors qu'ils avaient semblé avoir un boulevard, notamment après les élections européennes de 2019? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors premièrement, marginalisés, n'exagérons rien. Moi, je peux vous dire que je suis secrétaire nationale depuis décembre. Je pense qu'on a on est invité sur les plateaux, on peut parler. C'était pas le cas, moi, quand j'étais à la direction des Verts il y a quelques années. Qu'on nous écoute. Vous faites moins de 5% à l'élection présidentielle. Vous avez 12 000 militants. Adhérents. Jamais je vous dirais que la présidentielle a été un succès. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça n'a pas marché pour plein de raisons. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on a quand même, on dirige quand même beaucoup de grandes villes dans ce pays. Il y a des millions de Français dont on change la vie quotidiennement. Et vous avez l'urgence climatique qui devrait, on a l'urgence climatique normalement vous booster. Et la conscience écologique des Français n'a jamais été aussi importante. Ça ne nous donne aucun droit, que des devoirs. Ça nous oblige, et qu'on n'ait pas été à la hauteur à la présidentielle. Alors, pour des tas de raisons, je le concède. Pourquoi? Principale raison. Les deux principales. Déjà en 2017, moi j'étais la direction de ce pays, on était 4000 adhérents et tout le monde nous donnait pour mort d'ici la fin de l'année. Et donc pendant qu'on était occupés à survivre, à reconstruire, à gagner les européennes, à gagner les municipales, on n'était pas occupés à préparer la présidentielle, qui en plus n'est pas notre élection favorite. Donc, vous n'étiez pas préparé. Pas assez. Et deuxièmement, je pense qu'il y a eu un problème d'incarnation et que le candidat qu'on a choisi, et ça n'enlève rien personnellement à ce qu'il est, à son combat. Moi, je n'ai pas eu de problème à faire sa campagne. Mais c'est vrai que entre le moment où on l'a désigné et le moment où on l'a campagne, c'était pas ça qui est attendu. Moi, par exemple, à Hénin-Beaumont, pourquoi je n'avais pas choisi Yannick Jadot à la primaire, je soutenais Éric Piolle, c'était pas contre Yannick. C'est parce que chez moi, je sais que ça ne marche pas. Vous pensez qu'avec Éric Piolle, ça aurait mieux marché? Oui, parce qu'il était maire, parce que... Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais c'est intéressant, c'est intéressant quand vous dites, chez moi, à Hénin-Beaumont, je vois qu'il passe pas le mur du son. C'est intéressant. Mais par ailleurs, je pense qu'Éric Piolle aurait eu ce problème-là aussi, et Sandrine Rousseau également, à Hénin-Beaumont. Justement, c'est pour dépasser les questions de personnes. Qu'est-ce que ça dit d'une commune populaire et de son rapport à l'écologie, ça? Je pense que... Il faut accepter, premièrement, qu'il y a une partie de ce pays dont nous sommes qui est passionnée par la politique, qui suit tout le temps, partout, et d'autres qui ne sont pas passionnés par la politique. Et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Des fois, on dit, ils devraient aller voter, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça. Mais ils font exactement ce qu'ils veulent. Et peut-être que s'ils ne vont pas voter, c'est parce qu'ils n'ont pas envie. Et peut-être que s'ils n'ont pas envie, c'est qu'on ne le mérite pas. Peut-être que quand vous habitez dans une ville où moi j'ai grandi, où le maire finit en prison avec 18 chefs d'inculpation pour corruption, vous dites, j'ai peut-être plus envie d'aller voter. Tout comme il y a des gens qui aiment bien le foot, qui n'aiment pas le foot et ne m'en donnent pas des leçons. Si tu devrais aimer, non, tu devrais pas aimer. Les gens font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Et donc,
ils n'ont pas envie de politique spécifiquement. Une grosse partie des classes populaires, ils n'ont plus envie et il faut se demander pourquoi. Et face à ça, j'ai l'impression que les candidats qui percent, c'est des candidats qui sont devenus non plus juste des politiques ou des politiciens, mais des phénomènes de société. Moi, ça m'est déjà arrivé à Hénin d'être avec populiste même. Non, mais ça m'est déjà arrivé d'être avec un paquet de tracts au PMU avant d'aller sur le marché. Puis il y a des gens qui disent c'est quoi votre truc? Alors je dis c'est des tracts. C'est quoi des tracts? C'est la politique. C'est quoi la politique? Il y en a qui disent si c'est Marine Le Pen. Vous voyez, c'est quand on est très très loin de ces trucs-là, en fait, ce qui dépasse le mur de son, ce qui arrive jusque vous, c'est plus les trucs politiques, c'est les phénomènes sociétaux. Et du coup, c'est vrai que c'est le truc de la politique spectacle, c'est que du coup, on est dans une twitterisation de la politique. Alors d'ailleurs, ces personnes ne sont pas non plus sur Twitter, ça n'intéresse aussi que nous. Mais vous voyez, on est dans un truc où c'est un peu devenu la politique spectacle. Et en fait, Marine Le Pen, parce qu'elle est éleveuse de chats, elle arrive à convaincre plus. Et on n'est plus sur les programmes. Et c'est pas grave, enfin, c'est pas un jugement de valeur. Donc ça veut dire quoi? Vous en tirez quoi comme conclusion? Je pense qu'il faut qu'on s'adapte à ça et que, en fait, jamais. J'ai souvent entendu les classes populaires, ils sont pas bien compris parce que vraiment notre programme est meilleur pour eux. Certes. Mais si les électeurs comprennent pas, c'est jamais de la faute des électeurs. Hein. Oui, mais... C'est toujours de la nôtre. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on se remette en question, sur nos incarnations. Oui. Parce que si toutes les personnes qui passent à la télé pour votre parti habitent dans le triangle Belleville, Bastille, République, en fait, vous pouvez dire mais si, mais la ruralité, c'est pas le cas de Sandrine Rousseau. Elle est députée du 13e arrondissement de Paris, c'est un peu plus bas. Et vous habitez encore à Hénin-Beaumont. Non, mais vous pouvez. Non, mais c'est pas contre personne en particulier. Mais moi, quand je vis dans la ruralité, je leur dis toujours, bien sûr qu'on s'intéresse à vous. C'est pas normal que vous votiez pas pour nous. Ils disent, bah oui, mais on se sent pas représenté. Je vais pas dire, bah si, on vous représente. S'ils se sentent pas représentés, c'est qu'ils ont raison. Alors... Et donc, il faut qu'on fasse émerger dans ce parti des gens, pas que moi, qui viennent des classes populaires, qui viennent des territoires populaires, qui viennent des ruralités, et c'est ce qu'on va construire dans les états généraux de l'écologie qui ne s'appelleront pas comme ça, on vous révélera le vrai nom en fin de mois. Pendant 6 mois, on va aller à la rencontre de tous ces gens qui devraient voter pour nous, ou qui ont peut-être envie mais plus envie, ou l'ont fait un jour mais plus. Il faut qu'on... Et vous allez vous chercher un roi, enfin ou un chef, pas comme une grenouille. Ouais. Mais ça c'est l'incarnation, mais, sur le fond. Mais c'est avec eux qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de l'opprimé. C'est Paulo Freire qui est brésilien, et c'est pas nous qui allons leur dire, chères personnes de la ruralité, vous n'avez pas compris ce qu'on vous dit, on va vous expliquer mieux. On va se taire, on va les écouter et eux vont nous expliquer ce qu'ils attendent de nous. Et ça va être un exercice assez intéressant parce que je pense que le silence a peu de place en politique. Non, c'est pas très simple. Et que se taire et d'écouter, ça va être intéressant de voir ce qu'ils attendent de nous. Et le mouvement qu'on va créer, les écologistes, le nouveau mouvement qu'on va créer en 2023. Donc si ça vous intéresse, c'est lesécologistes.fr, c'est là que si ça vous intéresse d'être contacté, de répondre à l'enquête qu'on lancera en ligne, etc. Ce mouvement, si on fait notre image à nous, les 15 000 qui sont déjà là, ça sert à rien, on est déjà là. Et donc c'est pas pour nous qu'il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on écoute ceux qui devraient être là, les 1 million qui devraient être là, et qu'on fasse à leur image qu'ils ont envie de faire. Il y a une petite question pratique. De la faire, mais... Pardon. Est-ce que les gens que vous écoutez ou que vous allez écouter pourront comprendre que, par exemple, là, il y a la loi qui arrive sur les énergies renouvelables. Alors, vous allez dire que c'est pas assez, mais est-ce qu'ils pourraient comprendre que finalement, vous vous absteniez alors que c'est mieux que si c'était pire? Alors déjà, je ne sais pas combien de pourcents des Français suivent qui s'abstient en première lecture à l'Assemblée sur... Marine Bordelier, question... Pas parce qu'ils le savent pas. Je suis pas sûre que ce message-là soit... Question subsidiaire. Et si des gens en face de vous disent bah, nous, on veut pas d'éoliennes parce que c'est moche. Et notre voiture, on n'a pas les moyens. Je vous rappelle que j'habite et que je suis élue dans les Hauts-de-France et qu'au régional, ça a été un gros sujet de débat, y compris avec nos collègues Picard. Alors là, j'ai plein de questions en même temps, je ne sais plus à laquelle répondre en premier. Bah, non, la question c'est comment. Non, mais la question c'est comment. Non, mais l'abstention. On récupère. Non, mais comment on entend la parole de la base si elle ne correspond pas à votre appareil idéologique? Alors, je commence par le truc de l'abstention. Évidemment qu'on se dit que des écologistes, il y a une loi sur les énergies renouvelables, c'est sûr, ils doivent la voter. C'est le truc normal, de base. Ce gouvernement a réussi l'exploit, je dis bien l'exploit, de nous faire douter de voter pour un texte pour les énergies renouvelables. Et ça, c'est votre interprétation. Eux, ils disent qu'ils ont construit, qu'il y a 32 amendements écologistes. Je suis invitée pour donner mon avis, donc je le donne. Oui. Quels amendements écologistes ont été retenus et quels amendements écologistes n'ont pas été retenus? Le saviez-vous, dans ce texte sur les énergies renouvelables, le Sénat, qui n'est pas réputé être beaucoup plus écolo et à gauche, malgré la valeur de nos sénateurs écolos, que l'Assemblée, le texte à l'Assemblée est un moins 10 ans sur certains points très forts de ce texte par rapport au Sénat. Et mieux 10 ans sur d'autres. Oui, mais moins 10 ans sur certains et sur des choses qui sont un peu graves. Aujourd'hui, par exemple, on fait confiance beaucoup aux communes, nous on veut ça, faire confiance au territoire, mais aujourd'hui dans le texte qui sort du Sénat, s'il reste en l'état, et le problème c'est qu'il va y avoir une commission mixte paritaire entre Sénat et Assemblée et qui risque d'être pire après, c'est ça aussi le problème, c'est une abstention aussi d'attente. C'est un problème, mais c'est peut-être aussi une solution. Non, c'est la manière dont s'est passé le débat à l'Assemblée.
Quand je parle d'exploit du gouvernement, vraiment, regardez les moments d'explosion qu'il y a eu dans le débat, les moments où il y a un amendement de La République En Marche qui est adopté par l'Assemblée, qui fait tomber tous les autres, tout le débat qui devait avoir lieu sur cet article, du coup, n'a pas eu lieu. Les amendements sont tombés, parce que le texte de l'article avait changé. Et ça a créé des crispations énormes. Un manque de confiance, on ne sait pas où va le gouvernement, c'est au petit bonheur la chance. Et donc, oui, ça pose un problème. Cette abstention, c'est pas l'abstention définitive sur le texte, c'est une abstention de principe avant la commission mixte paritaire, de manière à faire pression un peu sur cette commission mixte paritaire. Peut-être que ça marchera pas, mais en tout cas, on attend mieux. Et mais c'est pas le vote final. Voter, alors sur les ENR, on va repartir aussi depuis le début. La France avait fixé avec l'Union européenne, comme tous les pays, un objectif d'être à 23% d'énergie renouvelable en 2022. Ils étaient à 19%. C'est le seul pays d'Europe qui ne respecte pas l'objectif qu'il s'est fixé. Pendant ce temps-là, l'Allemagne va être à 50% en 2030. Puisqu'on aime les comparaisons. Et nous, on est là, on est les bonnets d'âne. Sur l'énergie des Allemands. Si vous prenez les renouvelables, ça va. Non, mais nous non plus. Sur le charbon, c'est un peu moins bien. Non, mais nous non plus. Et donc, on en est là. Et c'est un fiasco. Et donc, cette loi, elle est faite pour accélérer les choses. Et quand on voit que sur certains points, ça va être plus compliqué, alors oui, on s'interroge en tant qu'écologiste, parce que les écologistes, ils sont pas pour les énergies renouvelables à tout prix, n'importe comment. Quand on met une éolienne, vous êtes d'accord? Non, mais non, parce que M. Snegarov a raison. M. Snegarov a raison. Il y a des endroits en France où les gens trouvent qu'il y a trop d'éoliennes. En Picardie notamment, la réglementation actuelle, où on ne peut pas mettre à telle proximité des radars, et donc 3/4 du territoire, mécaniquement, sortent du champ où on peut mettre des éoliennes, et donc elles se retrouvent toutes au même endroit. Et donc en Picardie, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Et je les comprends. Parce qu'ils habitent, ils disent pourquoi c'est tout le temps chez nous. Donc comme moi dans le bassin minier, je dis pourquoi les endroits polluants, c'est tout le temps chez nous. Donc vous les mettez. Et donc, on partage, on fait des projets plus petits, participatifs. C'est ça que nous on a toujours porté. Moi, je suis déjà allée dans des projets portés par Valorem, à Saint-Père-Barret, dans Loire-Atlantique. Ça met 10 ans. Les adhérents en demandent plus. Ça met 10 ans participatif. Les habitants en demandent plus. Est-ce que vous êtes hostile à l'idée d'accélérer les procédures de manière à pouvoir les installer plus vite? Oui, de manière bien sûr. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans le texte dont vous parlez, dans le texte dont vous parlez, on fait entièrement confiance aux communes pour définir les zones d'attractivité. Et donc, dans le principe, c'est ce qu'on souhaite de base pour la France, pour tous les sujets. Mais là, il n'y a aucune force de rappel pour une commune qui, clairement, serait mal intentionnée envers l'éolien. Aucune. Et donc, vous êtes pour quelque chose de plus strict? Je suis pour qu'on fasse confiance aux communes. C'est-à-dire qu'elles ont un objectif global et elles font comme elles le souhaitent. Moi, je pense que l'échelon de l'intercommunalité était peut-être plus intelligent parce que c'est des territoires plus larges et donc que ça permet en concertation avec tous les maires de l'agglomération. Même si les gens sont contre. Mais en fait, après, il y a le débat. Il y a les débats publics, il y a les recours possibles. Et je peux vous dire que sur certains projets... Thomas, vous écoutez les gens ou vous dites aux gens il faut faire ça? Il y a un problème avec les éoliennes. En même temps, sur les projets d'éoliennes, moi, il y en a où avec des associations de biodiversité du Nord-Pas-de-Calais, on attaque des projets. Parce qu'on trouve que par rapport au Foucon pèlerin, par rapport à ce qui est prévu ensuite de la biodiversité, c'est pas bon globalement. Et les écolos sont aussi beaucoup battus pour ça dans le texte. Et donc, vous voyez, quand on est écolo, on n'est pas simpliste. Je vais pas vous dire une éolienne, oui. Sur le principe, oui. Il faut en faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, si on nous avait écouté sur le sujet, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Et donc, sauf que là, vous avez la possibilité d'accélérer quand même les choses. C'est ce qu'on veut faire. Non, c'est pas possible. C'est exactement ce qu'on veut faire. Et si mes collègues à l'Assemblée ont prévu de s'abstenir majoritairement sur ce texte, pas de voter contre. Mais pas de voter pour, pas donner un blanc-seing en disant « Cher ami gouvernement, c'est exactement ce qu'on avait prévu de faire. » Franchement, hein. Excusez-moi, mais... Oui, bah oui. En fait, vous nous dites ça, mais vous savez, quoi qu'on fasse, de toute façon, on est écologiste. Quoi qu'on fasse depuis 40 ans, c'est toujours notre faute. Donc si on vote pour, on va dire ils sont vendus au gouvernement, gna gna gna. Si on vote contre, ils vont dire ils servent vraiment à rien. On s'abstient parce qu'on pense que c'est ça qui est juste de faire à la fin de la première lecture à l'Assemblée. Ça veut dire que vous pourriez voter pour. Comment? Ça veut dire que vous pourriez voter pour s'il y a un ou deux petits progrès. C'est une abstention d'attente qui met une pression saine et juste sur la commission mixte paritaire. Donc pour les auditeurs qui en gardent, c'est l'Assemblée, le Sénat, leurs deux textes, ils vont les comparer, voir ce qu'ils en gardent. Et en fait, on ne peut pas donner un blanc-seing à ce texte, sachant qu'on ne sait même pas ce qui va devenir. Donc c'est une abstention d'attente. Mais vous êtes toujours en train de discuter avec Agnès Pannier-Runacher dans la perspective de la commission. Je ne suis pas parlementaire, mais j'imagine que mes collègues le font et je leur souhaite bon courage. Un mot sur le nucléaire. Il y a quelques années, c'était un peu le tabou chez les écolos, chez les Verts. Ça a beaucoup changé. Est-ce qu'aujourd'hui, Marine Tondelier, vous êtes aujourd'hui favorable notamment à cette accélération prévue par la loi de l'implantation des centrales en France? C'est une question sérieuse. C'est une question très sérieuse parce que... ma réponse est attendue, je pense. Oui, mais quand vous parliez tout à l'heure de la base, aujourd'hui, vous avez 60% des Français qui sont plutôt favorables au nucléaire, donc ils vont vous le dire dans vos réunions publiques, vous allez vous taire et écouter. Et on leur répondra. Moi, je vais vous dire, en plus, je suis une femme en politique qui doute beaucoup, peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que je suis en politique, mais je doute beaucoup. Et donc, quand je vois
vois le chiffre projet, quand je vois des jeunes qui ont l'air conscients du climat et qui disent du coup pour le climat il faut faire le nucléaire, moi ça m'interroge beaucoup. Et donc pendant les vacances de Noël, pendant 3 jours, je me suis autorisée à douter, à reprendre tout depuis le début, genre si j'étais jeune maintenant. Si j'arrivais à l'écologie maintenant, qu'est-ce que je penserais? Parce que moi, quand je suis arrivée à l'écologie en 2009, à Copenhague, la COP 15, etc., je me suis jamais posé la question d'être pour le nucléaire. Vraiment. J'étais tétanisée par l'histoire des déchets, par les trains qui passaient à Hénin-Beaumont, qui emmenaient les déchets d'on ne sait où à on ne sait où. On ne devait pas le savoir, mais on avait les compteurs GGR avec le réseau de sortie du nucléaire. Ça faisait partie de mon engagement. C'est dans mon ADN militant et c'est dans l'ADN de ce parti. Les Verts sont issus des mouvements anti-nucléaires, dans le sens que ça s'est fait. Et donc, très clairement, je me réinterroge. Mais aujourd'hui, la filière nucléaire, c'est un sujet dont on ne peut pas débattre en France. C'est une passion française telle qu'on a du mal à être rationnel sur le sujet. On a l'impression qu'on ne peut pas s'en passer. Genre, sans, c'est foutu. Si, alors que je rappelle quand même... Des années, on a pensé qu'on pouvait s'en passer. Non, mais je rappelle quand même que dans le monde, dans les consommations finales d'énergie dans le monde, le nucléaire, c'est 2%. Et donc, dans le monde, on peut s'en passer. Pourquoi en France, on ne pourrait pas? Par ailleurs, moi, je discute beaucoup... Dans le monde, on s'en passe. Mais il y a des énergies fossiles qui compensent. Alors, est-ce qu'on préfère les énergies fossiles ou l'énergie nucléaire? Ou l'énergie renouvelable. Oui, mais il va falloir... C'est ça la clé. Il va falloir accélérer effectivement le processus. Aujourd'hui, la filière nucléaire française fait partie du problème. Le problème du nucléaire en France, ce n'est pas les écologistes. Vous nous prêtez parfois du pouvoir qu'on n'a pas. C'est la filière nucléaire elle-même qui s'est mise dans l'impasse. On avait tous ces réacteurs qui sont vieillissants. Au summum, là, à l'automne, il y en avait quand même 26 sur 56 qui ne marchaient pas. Ce n'était pas de la faute des écologistes. L'EPR qu'on nous vendait comme la solution devait coûter 2 milliards, ouvrir en 2012. On en est à 20. Il est toujours, c'était 3 milliards en 2012. On en est à 20. On ne sait toujours pas quand il va ouvrir. Et d'ailleurs, le seul EPR de cette génération dans le monde qui marche, c'est en Chine. Parce qu'ils ont fini par être dans un moins 10 ans de sûreté. C'est-à-dire que les règles qu'on applique en France, ils ont dit bon, on va faire moins, mais en France, cet EPR serait jamais ouvert. Et on nous annonce maintenant des EPR 2, alors que le 1, il marche toujours pas. On en construit des deuxième génération. Et comment ils vont faire? Ils vont aussi être dans le moins 10 ans sur la sûreté. Qu'est-ce que vous faites? Ils font une enceinte de confinement. Vous êtes présidente demain. Vous êtes présidente demain. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous décidez que le nucléaire, on ferme tout, quitte à ce que les Français aient des factures d'énergie monstrueuses? Ça, c'est pas vrai. Alors, non, mais déjà, nous, on n'a jamais dit qu'on arrive, on ferme tout. On disait qu'on ne réouvrait pas de nouveaux réacteurs, ce que va faire Macron, mais je lui souhaite bien du courage parce que je peux vous ficher mon billet, je peux vous parier tout ce que vous voulez. Ces EPR, même il n'y aurait pas des écologistes dans ce pays, ils n'ouvriront jamais. Ils ne seront jamais en fonctionnement parce que ça ne marche pas. Que même s'ils marchaient, c'était en 2040. Ouais, 2040, 45. Et en plus, ils vont être en fonctionnement jusqu'en 2100. Mais vous mettez, vous, un EPR à Gravelines jusqu'en 2100, c'est en dessous du niveau de la mer. Elle est où la mer en 2100? Quelqu'un sait? Et donc, la filière nucléaire est en panne elle-même. Et je vais vous dire, c'est une filière qui fait des malfaçons, qui manque de transparence. Et d'ailleurs, je n'arrête pas de le dire, je ne suis jamais attaquée en diffamation. Pourquoi? Parce qu'ils le savent. Jean Covici, qui vend ses 500 000 BD, refuse le débat avec quiconque. D'ailleurs, s'il veut nous donner tort, débattons-en. Il ne veut pas débattre avec des contradicteurs. Et donc moi, je suis une écologiste, peut-être plus de base, mais de base quand même dans ma tête. J'ai pas le bac S, j'ai une culture militante du nucléaire, j'essaye de m'informer. Mais quand je vois qu'ils font des malfaçons sur les certificats de conformité des pièces, des réacteurs, dans n'importe quelle autre filière de France, ces gens seraient en prison. Mais Jean Covici, il parle d'un mix énergie renouvelable, nucléaire. Jean Covici, le nucléaire, il est nécessaire aujourd'hui. Monsieur Jean Covici ment beaucoup. Il y a beaucoup d'articles qui ont été faits sur la base de sa BD qui déconstruisent argument par argument ce qu'il raconte. Et moi, je vais vous dire, j'ai pas le bac S, c'est pas moi qui vais démontrer que non. Mais quand je discute avec Bernard Laponche, qui est un écologiste, mais qui a travaillé au CEA, il est polytechnicien, il a participé à la conception des premiers réacteurs, puis il est devenu anti-nucléaire. Moi, c'est avec ces gens-là que je travaille. Et je rêve de le retrouver face à Jean Covici ou un autre écologiste qui est ingénieur, qui sait débattre. Mais vous voyez, c'est un sujet sur lequel on ment. Et on n'a pas de débat rationnel dans ce pays. Vous faites quoi, vous, demain, vous êtes là, il faut bien avoir de quoi se chauffer, de quoi se déplacer. Qu'est-ce que vous faites? On l'a dit pendant la présidentielle, c'est dans notre programme, c'est qu'on n'ouvre pas de nouveaux réacteurs, on fait monter en puissance l'énergie par une loi ENR plus ambitieuse que celle qui nous est proposée aujourd'hui, et puis surtout on développe. Si tout le pognon qu'on avait mis, pognon de dingue, dans la filière nucléaire, on l'avait mis pour la recherche et développement sur les éoliennes, qui aujourd'hui, pour un mât d'éolienne, produisent 3 fois plus, qui aujourd'hui, pour un mât d'éolienne, produisent 3 fois plus que les éoliennes première génération, on n'en serait pas là. Et donc, il suffit de réorienter les choses. Si des pays comme l'Allemagne y arrivent, je vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas. Donc, on continue le nucléaire jusqu'à ce qu'on puisse substituer on va pas tout d'un coup fermer tous les réacteurs. Mais par contre, on n'en ouvre pas de nouveaux, ce que propose de faire Macron, et en plus, ça marchera pas. Donc, c'est une impasse. Il ment aux gens, quand même. Quand il dit, ma solution, en 2040, ça va ouvrir. C'est faux. Celui de Flamanville, il est toujours pas ouvert. Comment on fait?
Et c'est étonnant, dans votre discours, vous ne parlez pas de sobriété. Ah bah, j'y viens. Parce que Macron, maintenant, on parle aussi. Et il y a une bataille sémantique qui est intéressante sur le mot. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne met pas pareil derrière. Quand il nous parle de sobriété, lui, il nous dit d'éteindre notre Wi-Fi la nuit. Ou de mettre des pulls roulés en cachemire, avec lesquels ils vont prendre les jets privés, pour lesquels ils auraient pu prendre... Oui, mais sur eux, c'était spécifié sur leur étiquette. Alors, ça marche pull. Ça chauffe pas pareil, le cachemire et d'autres... tissu, enfin laine. Mais en gros, sur la sobriété, en fait, ce qu'il faut, c'est réinterroger notre modèle de société. Moi, ça me rend dingue quand je suis dans le métro, quand je viens notamment à Paris, chez vous, et que je vois tous ces panneaux lumineux partout. C'est-à-dire qu'on nous demande d'éteindre notre Wi-Fi chez nous la nuit, mais partout, ça crame de l'énergie pour des trucs qui n'ont aucune utilité sociale, même qui ont une désutilité sociale. Ça nous donne envie d'acheter des SUV qu'on n'a pas l'argent pour acheter, ou si on les achète, ils nous rendent pas plus heureux, et ils sont climatisés. Il y a des villes qui décident de pas... C'est des villes écologistes d'ailleurs, souvent. Pas toujours. Il vous échappera pas. Par ailleurs, pendant qu'on débat de ça... Depuis le mois de septembre, par exemple, il est temps. La nuit... Il est temps. C'est-à-dire qu'en fait, Macron, il a toujours 20 ans de retard. C'est-à-dire des trucs qu'on dit depuis longtemps, il dit ah, là, c'est les écolos. Tout d'un coup, il y a une crise, il prend notre solution, il dit ah, maintenant c'est très urgent, on le fait. Tant mieux. Mais par exemple, quand on interroge le Wi-Fi la nuit des Françaises et des Français, on passe complètement sous silence le fait que chaque Français n'émet pas le même niveau de CO2. Quand est-ce qu'on pose cette question? Le super yacht de Bernard Arnault, pas un jet privé qui s'en sert pour travailler, je sais pas quoi, son yacht pour ses vacances, émet en un mois ce qu'un Français moyen émettrait en 625 ans. Où on pose cette question? Les 1% les plus riches dans ce pays émettent 13 fois plus de CO2 que les 50% les plus précaires. Alors quand on nous laisse entendre qu'il faut que chacun fasse attention à son Wi-Fi la nuit, c'est très bien si les gens y font attention, mais c'est pas ça le cœur du problème. Et quand Macron parle de sobriété, le problème c'est que la sobriété, certains les riches. C'est-à-dire ceux qui portent des cachemires, qui ont des yachts et des avions. Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui, la sobriété, elle est subie par beaucoup de Françaises, et ceux qui ont les moyens de ne pas la subir, beaucoup s'en foutent. C'est ça le sujet. Ceux qui la subissent, ils la subissent déjà. Il faut qu'on les aide. Moi, je viens des Hauts-de-France. Dans les cités minières, donc les anciens corons des mines où on habite encore, les maisons, l'isolation, c'est une catastrophe. On lance, mais regardez le plan MaPrimeRénov'. Je suis en train de le faire, ça fait 3 ans. C'est un cauchemar administratif. Ça marche pas, les trucs. Il faut rappeler 2 mois après. Ça ne marche pas. Dans son dernier livre, l'économiste Éloi Laurent, je pense que vous êtes assez proche de ses idées, considère qu'il faut taxer très fortement les vols long courriers et utiliser l'argent pour aider les ménages populaires à remplacer leur chaudière à fioul par des pompes à chaleur. Est-ce que c'est ce genre de choses qui est dans votre philosophie politique? Exemple, avec une alerte sur les pompes à chaleur, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi en ce moment. On vend des pompes à chaleur, des fortunes en leasing à des personnes âgées qui se font arnaquer. Et en plus, les pompes à chaleur, quand il fait très froid, on passe en fait sur l'électricité. Et donc, c'est au moment où il y a des tensions sur le réseau électrique. Mais vous voyez, tout ça doit être débattu sereinement. Et aujourd'hui, les gens, ils ne demandent pas Éloi Laurent, je ne sais pas quoi. Ils veulent vivre en respectant ça, en étant sobre. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, si vous dites, tiens, je vais être sympa avec l'écologie, avec moi-même, je prends le train, les TER, c'est une catastrophe. Mais la sobriété, je crois que c'est pareil en Ile-de-France. On veut consommer, on veut isoler son logement, c'est hyper compliqué, ça prend 3 ans, on se fait arnaquer, le site marche pas, même les conseillers des espaces info-énergie nous disent, non mais nous, on n'en peut plus. Et on peut le faire que numériquement d'ailleurs. Si vous êtes en papier, ça n'existe pas. Et donc tout ça est un scandale. Et on dit mais ça, vous n'avez pas de solution magique, ça c'est. Bah si, déjà on arrête de privatiser à des prestataires tous les sites internet pour toutes les aides. Bon, vous appelez la CAF. C'est public, ça marchera mieux, hein. Honnêtement. Enfin, excusez-moi, quand vous appelez la CAF, enfin. Mais attendez, bénéficiaire de certaines aides depuis quelques années, c'est quand même de pire en pire. Et j'ai participé à un rapport il y a 15 ans sur le non-recours au droit et les parcours du combattant administratif. C'était déjà un cauchemar il y a 15 ans, ça l'est encore plus aujourd'hui. Ça va dans ce sens-là parce que même les numéros pour les violences faites aux femmes, pour la CAF, on les externalise. Et que moi, quand je finis pour une sombre histoire de garde d'enfants, etc., comme plein de gens dans ce pays, hein, mais on a une embrouille sur 3 000 €, je finis par aller voir une assistante sociale, je ne sais même plus où, qui me dit « Ah, mais ce numéro-là, il ne faut jamais les appeler. » Je dis « C'est le numéro qui est sur mon courrier de la CAF. » Et donc, comment ils font les gens? Donc ça, c'est un vrai sujet, et c'est aussi lié à la privatisation, au service public qu'on laisse comme ça, pièce par pièce, au privé. Ça me donne envie de vous poser une question qui est assez vaste, mais j'espère que vous y répondrez assez rapidement. Est-ce que vous défendez encore le capitalisme? Ah bah ça, on fera une émission de 6 heures si vous voulez. Non mais c'est évidemment que je soutiens pas le capitalisme corps et âme, mais je soutiens pas non plus l'URSS, quoi. C'est souvent on essaye de nous embarquer dans ce débat entre eux, est-ce qu'on fait le centralisme, etc. Est-ce qu'on fait... En fait, nous, ce qu'on veut, c'est développer l'économie sociale et solidaire. C'est que les salariés se réapproprient leur usine. C'est qu'on ne soit pas dépendant à chaque fois de produits qui viennent du bout du monde, avec d'ailleurs des grands projets inutiles pour les transporter, hein, le quai d'Alcerne Nord, le Lyon-Turin, etc., qu'on relocalise la production. Et donc, c'est ça qu'on veut pour l'avenir. C'est notre projet qui est un projet émancipateur,
enthousiasmant et qui libère à la fin beaucoup d'énergie pour faire autre chose que ce travail et cette pollution qui sauve le vivant et qui est pourvoyeur de justice sociale. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, encore avec nous quelques instants, quelques questions politiques. Vous êtes pleine d'ambition manifestement pour votre parti. Vous avez l'air de jeter un peu parfois LFI et parfois aussi le PS. Moi ? Jeter, je parle pour les élections. Comment vous voyez vos relations avec l'ANUPS et avec le PS, celui d'Olivier Faure ou des autres? Et est-ce que vous considérez notamment que pour les européennes, vous avez déjà répondu, ça se fera peut-être pas, mais qu'après, il faut continuer dans cette voie-là? Alors déjà, je dis NUPES parce que c'est le « et » de écologie et j'y tiens beaucoup. D'accord, NUPES. C'est du NUPES. Condition importante. Après, moi, j'ai pas de problème avec les partenaires de gauche. Je vous le dis, à Hénin-Beaumont, on a fait une liste ensemble au municipal qui allait de la France Insoumise aux gaullistes sociaux que j'avais l'honneur de conduire. Dans les Hauts-de-France, on a fait une liste ensemble au régional. J'étais candidate NUPES aux législatives. J'ai pas de problème. Une question d'hégémonie. Là, ce qu'on sent depuis la création de la NUPES, c'est est-ce que vous restez derrière Mélenchon et sous l'autorité de Mélenchon? Mais évidemment qu'aux législatives, c'était évident et c'était normal. Vous dites qu'il y a un rééquilibrage en cours. Alors après, je sens que là, dans les réunions qu'on a, notamment sur l'histoire des retraites, il y a un dialogue qui est plus équilibré parce que les Verts ont retrouvé leur place dans la discussion, que alors les socialistes, on attend la fin de leur congrès aussi parce que c'est sûr que c'est pas le moment le plus simple pour eux, que Fabien Roussel est là également et que je pense que si on tient à la NUPES collectivement, alors il faut trouver des manières respectueuses envers les partenaires politiques, envers les partenaires sociaux, de travailler ensemble. Et c'est ce qu'on est en train d'écrire. Les retraites sont, de ce point de vue-là, une superbe opportunité parce que sur le tas, on va devoir faire l'expérience de est-ce que légitimement, vous ne pouvez pas être en droit de vous dire, après tout, on a porté l'écologie qui est le sujet majeur et c'est nous qui sommes... on doit se mettre en capacité de prendre, au fond, la tête de cette coalition. Est-ce que ça rentre mais si vous reprochez ça à la France Insoumise, et vous proposez de faire la même chose, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Mais quand vous dites la retraite, c'est vous qui vous êtes aligné sur ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Oui, on pourrait imaginer. C'est pas le contraire. Ça, c'était aux législatives. Bah oui, mais par ailleurs, c'était absolument pas contradictoire avec ce qu'on avait dans le programme présidentiel. Est-ce que c'est inenvisageable un leadership en fonction des secteurs? Sur les questions sociales, par exemple, LFI prendrait leadership. Sur les questions environnementales, ça serait vous. Non, mais tant qu'on se posera la question en termes de leadership, c'est que déjà on aura raté. Travaillons ensemble dans le respect de tout le monde. Et le fonctionnement démocratique de LFI vous convient? Tel qu'on le voit moi, actuellement. je ne suis pas là pour être la commentatrice sportive des fonctionnements des autres. Qu'ils ne fassent pas sur moi, je le fais pas sur... Chacun vit sa vie. On n'a pas les mêmes cultures militantes, on n'a pas la même histoire, on n'a d'ailleurs pas les mêmes militants. Non, mais c'est pas ça qu'on entend quand on vous... Je respecte... Non, mais... Quand on vous écoute, ce qu'on entend, c'est la NUP, c'est formidable. Enfin, la NUPES. On dit la NUP sur France Inter. La NUP, c'est un sujet. La NUP, c'est formidable. J'irai manifester. Et ça nous pose pas de problème, mais on perçoit qu'en fait, le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon. Non, ça c'est vous qui le dites. Non, mais il y avait un problème dans le fonctionnement, mais aussi parce que chacun, depuis 6 mois, a eu ses turpitudes internes. Il faut qu'on arrive à sortir de ça, parce qu'en fait, ce que les Françaises et les Français attendent de nous, c'est pas de savoir si c'est la marche de Jean-Luc, le meeting de Fabien ou je sais pas quoi. Ils veulent qu'on se batte et qu'on fasse reculer cette réforme des retraites. Et donc moi, je pense que, comme beaucoup disent, souvent tout ça, ça nous éloigne de l'essentiel. Et moi, je vais être concentrée pendant toute cette réforme des retraites, au moins, si ce n'est plus, sur l'essentiel, c'est-à-dire la faire reculer. Avec eux, vous êtes d'accord sur l'essentiel, donc? Sur les retraites, oui. Et en fait, on va, plutôt que faire un séminaire métaphysique sur comment on doit fonctionner, on va le faire à l'épreuve de la rue. Merci. On va le faire ensemble et on en tirera des conséquences. Merci Marine Tondelier. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Questions politiques.